Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenos días, estamos en el marco de la Filbo virtual. El año pasado teníamos previsto que Jean-Marc viniera a Bogotá a presentar este libro, Habitar, que coeditamos Luna Libros con la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la pandemia no nos permitió que Jean-Marc viniera presencialmente a Bogotá y bueno, y este año tampoco, pero lo tenemos acá virtualmente y le quiero dar la bienvenida a Jean-Marc Bes. Le quiero también dar las gracias por este libro que yo creo que es súper actual para los tiempos que vivimos, porque Jean-Marc se hace la pregunta si es posible habitar todavía este mundo y cómo habitarlo desde los espacios más íntimos como el cuerpo, la casa, la ciudad, bueno, así hasta los espacios más amplios como la ciudad y el mundo, digamos, y las dificultades a las que nos estamos enfrentando los seres humanos en este siglo tan convulsionado. Y para conversar con Jean-Marc, hoy nos acompaña uno de los traductores del libro, Andrés Vélez Posada. Él fue alumno de Jean-Marc y es profesor en la Universidad de AFID de Humanidades. Entonces, ¿quién mejor para hablar sobre este libro y sobre estos temas tan actuales de habitar? Andrés, te doy la palabra para empezar este diálogo, esta conversación. Hola Catalina, hola Jean-Marc. Hola. Catalina, muchas gracias por esta presentación. A todos y a todas los que nos ven en este momento en la Filbo, saludos. Qué gusto tener a Jean-Marc, así sea pues a través de las pantallas y de estos medios. Y lo esperamos de todas formas en un futuro próximo aquí en Colombia. La conversación va a, como dice Catalina, va a versar sobre este libro, Habitar, de Jean-Marc Bes, que salió a finales del 2019, principios del 2020, y que coincidió con todo este cambio pues, de la pandemia. Y la conversación la vamos a tener en francés. Entonces voy a ir cambiando el registro al francés. Et je vais commencer donc pour dire à Jean-Marc bonjour. Et Bonjour, bonjour à toutes et à tous, oui. Et je suis très, si tu permets, André, d'abord, j'aimerais tout de suite remercier
aussi bien Catalina qu'Aurélie et que les équipes, et toi-même, bien entendu, en premier lieu, de cette invitation. Et je suis très heureux de pouvoir, comment dire, avoir cette conversation, hein, et avec toi et avec vous, et savoir que cette conversation pourra finalement toucher un public de la Filbo qui pourrait être intéressé par les questions que nous allons aborder et par mon travail de façon plus générale. Et je regrette, bien entendu, de ne pas pouvoir être présent, hein, pour échanger de vive voix avec vous. Et, voilà. Merci de toute façon. Merci Jean-Marc. Et oui, bon, on espère que dans un futur proche, pas très lointain, tu pourras être ici en Colombie, en Amérique latine, avec tes lecteurs et continuer aussi à parler de ton ouvrage, et qui est assez vaste, Jean-Marc, parce que toi, tu es un chercheur, géographe, historien, philosophe, et tu as un ouvrage assez vaste de plusieurs registres académiques et des registres aussi, on va dire, pour le grand public. Et je voudrais qu'on commence, qu'on démarre la conversation précisément sur ce sujet-là. Comment le livre Habiter, qui est sorti chez Flammarion, est apparu, comment tu as conçu, quel a été le contexte intellectuel dans lequel tu étais et quel type de lecteur, si tu veux, tu avais dans ton esprit. Et si tu pourrais, si tu veux, il y a beaucoup de questions, mais c'est la question de la spécificité de ce livre Habiter dans ton contexte intellectuel en tant qu'académicien et penseur public. Merci. Alors, je rappelle peut-être d'abord les conditions de la préparation du livre. Effectivement, ce livre il m'a été demandé dans le cadre d'une collection des éditions Flammarion, qui était destinée on va dire, au grand public, ou sinon à un public qui ne se réduit pas à un public académique, à un public universitaire. Et la particularité de cette collection, c'est que, bien entendu, chacun des auteurs est universitaire, la plupart du temps, mais les thèmes qui sont abordés sont des thèmes que l'on peut dire assez généraux, voire génériques. La particularité de cette collection, c'est que chaque titre est un verbe. Ça peut être, par exemple, chanter, aimer, courir, revivre, et on m'a demandé habiter. Et c'est une sorte de défi, bien entendu. Défi intellectuel, d'une part, au sens où il s'agit finalement d'explorer un concept qui est en même temps un concept d'action, si je puis dire, pour un grand public, et justement non seulement d'explorer un concept, mais de rencontrer un certain nombre de questionnements, d'images, de discours qui ne proviennent pas ou qui ne sont pas limités, en tout cas, au monde de l'université. Donc, l'approche de ces livres, et c'est comme ça que la commande était formulée, hein, ne devait pas être de type universitaire. Donc, c'est un vrai défi d'écriture qui me conduisait à être, je dirais, moins universitaire ou chercheur, comme tu le disais, que auteur. Et ça supposait un geste d'écriture
une attitude d'écriture, même, je dirais que même presque d'un point de vue physique, hein, qui était tout à fait différent, tout à fait spécifique. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre, en fait, parce que je l'ai écrit 2 ou 3 fois. Et j'ai jeté les premières versions qui étaient trop académiques, justement, dans leur formulation. Voilà. Alors, peut-être je peux... voilà, donc il y a une relation claire, hein, très vite. Il y a eu une relation tout à fait claire entre le projet de ce livre et le public auquel il pouvait être destiné. Je rappelle, un public, donc, on dit grand public, c'est peut-être un peu vague comme expression, mais c'est un public qui pouvait être un public pas forcément spécialiste des questions que j'abordais. Et de fait, j'y viendrai après, la réception publique que j'ai pu avoir était parfois extrêmement étonnante pour moi, puisque j'ai eu des interpellations, si je puis dire, ou des réceptions dont je vais parler dans un instant, totalement inattendues pour moi, et en tout cas totalement en dehors de ce qu'on pourrait appeler un public académique. Alors, peut-être il faut que je précise aussi mon parcours ou mon positionnement. C'est vrai que c'est un extrêmement compliqué, mais en tout cas, c'est assez adapté finalement au thème que j'abordais. Comme tu l'as rappelé, alors moi, je suis philosophe de formation, j'ai enseigné la philosophie, j'enseigne encore la philosophie, l'histoire de la philosophie, enfin, voilà. Et en même temps, je suis chercheur en géographie. J'ai même dirigé une équipe du CNRS en géographie pendant un peu plus de 10 ans. Et en même temps, je suis historien. Je travaille avec des historiens des sciences. J'ai fait une thèse qui est une thèse à la Sorbonne, une thèse d'histoire des sciences. Et en même temps, pour finir, si je puis dire, hein, mes intérêts intellectuels, et pas seulement intellectuels, aussi mes intérêts pratiques, je dirais, voire politiques, m'ont porté vers des questions liées à la ville, à l'architecture et au paysage, ce qui m'a conduit à enseigner pendant assez longtemps dans différents lieux, à l'école d'architecture de Genève, par exemple, pendant plusieurs années, à l'école du paysage de Versailles, en France, mais aussi à l'école d'architecture de Lille, et qui me conduit à intervenir aussi encore il y a quelques temps, enfin avant la pandémie, j'étais professeur invité à l'école d'architecture à la faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles. Et donc, philosophie, géographie, histoire, architecture et paysage. C'est à l'intérieur de cette configuration intellectuelle-là que j'essaye de construire ma proposition intellectuelle, mon projet intellectuel. Alors, qu'est-ce qui peut rassembler ces différents registres, ces différents domaines? C'est une question. Une question, justement, qui est celle, qu'est-ce que c'est qu'habiter l'espace? Ou qu'est-ce que c'est qu'habiter de manière générale? Qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde? Et en quoi l'espace, l'espace que nous vivons, d'une certaine manière, répond à ce projet fondamentalement humain, individuel, collectif, individuel et social, projet humain d'installation et d'habitation de la Terre. Voilà ma question. Voilà ma question. Et, finalement, tous les chercheurs, tous les auteurs, si je peux me permettre de m'appliquer ce terme, tous les chercheurs ou tous les auteurs sont porteurs d'une question principale, qu'ils mettent parfois du temps à se dire à eux-mêmes, qu'ils mettent parfois du temps à expliciter. Je dirais que ma question, elle est là, c'est la question autour de, finalement, comment pouvons-nous comprendre, aussi bien d'un point de vue philosophique
que d'un point de vue historique, que d'un point de vue pratique, comment nous pouvons comprendre, comment nous pouvons analyser, comment nous pouvons décrire et représenter les gestes, les attitudes qui tournent autour de ce qu'on appelle rapidement habiter. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que qu'habiter l'espace de la Terre? Une vaste question euh, c'est une sorte d'état donné, de données, mais précisément, ton livre, Jean-Marc, nous montre que cela comporte des décisions, des orientations, des gestes très créatifs et actifs des personnes, que habiter le monde est en fait s'orienter dans le monde et être dans, dans une façon particulière dans les espaces qu'on habite, avec les autres, avec notre corps, comme disait tout à l'heure Catalina, avec la ville, etc. Donc j'imagine que, comme tu venais de dire, cette question assez large peut être déclinée, et c'est ça précisément, je dirais, le sujet de ton livre, comment l'habiter peut être décliné, et du coup, quelles sont les plusieurs façons d'en répondre. Et j'imagine que c'est là où la réception de ton livre a eu des surprises pour toi, comme tu venais de dire. Et je voudrais donc te poser la question par rapport à la réception. Quelles ont été Oui, les surprises, les lecteurs que tu as eus? oui, je voulais le dire, puis finalement, je l'ai oublié, mais finalement, ça va nous donner le moyen d'entrer dans le livre. En fait, Oui. le livre, le premier chapitre de livre porte sur la question de l'entretien, hein, sur la question du ménage, précisément. Hein. Et cette manière d'entrer dans le sujet, en fait, à laquelle je tenais, parce qu'elle est porteuse d'une question que je trouve extrêmement importante, d'une question théorique et pratique que je trouve très, très importante, y compris par rapport à l'architecture, on y viendra, eh bien, en fait, ça m'a donné, je dirais, des lectrices inattendues. Ainsi que, par exemple, parmi les recensions que j'ai pu avoir, hein, j'ai eu beaucoup de journaux féminins. Beaucoup de journaux féminins, beaucoup d'interpellations du côté de, finalement, voilà, qu'est-ce que c'est que s'occuper de la maison? Et qu'est-ce que c'est que l'espace domestique? Alors évidemment, tout ceci rencontre aussi, ce thème est aussi un thème qui intéresse les sciences sociales, hein, la sociologie, l'anthropologie ou la géographie. Hein, la sociologie des espaces domestiques, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Mais j'ai été un peu surpris d'être, par exemple, invité dans une émission de radio nationale pour avoir une conversation. Vous savez, sont comment dire, ces émissions de radio de l'après-midi destinées à un public féminin, dans lesquelles le journaliste et l'invité répondent. L'invité répond aux questions qui sont posées au téléphone par le public, généralement des dames, généralement des femmes. Voilà. Voilà, sur une dimension que je dirais très immédiatement pratique. Très, très immédiatement pratique. J'ai été invité, là encore, également dans une grande émission de France Inter, une grande radio nationale française, dans une émission qui mélangeait, je dirais, le spectacle de variété, la psychanalyse, et puis la réflexion, on va dire, philosophique que je pouvais apporter. C'est assez drôle, en fait. Mais en tout cas, aussi bien le ton de ce genre d'émission
pouvez imaginer avec les jingles de publicité, etc. Hein, le ton, le public, c'était vraiment tout à fait étonnant. J'ai été également interpellé par on pourra dire, des acteurs institutionnels, c'est-à-dire des responsables je sais pas comment dire, d'établissements, ce qu'on appelle les acteurs publics de l'aménagement du logement. Des gens qui avaient la responsabilité de construire ou d'entretenir des parcs de logements sociaux, par exemple, hein, pour différentes catégories de personnes, notamment les personnes âgées, etc. Et puis, j'ai été aussi, bien entendu, interpellé par un public plus académique, bien sûr, qui était en vérité assez désarçonné par le livre, assez désorienté par le livre, par le ton du livre. Je me souviens avoir participé à deux ou trois séminaires, rencontres qui tournaient autour de mon livre, et les collègues universitaires avaient beaucoup de mal à saisir, je dirais, la tonalité du projet. Et en particulier, on m'a pas reproché, mais on m'a fait remarquer avec, mettons quand même, peut-être une forme non pas de reproche, mais enfin de prise de distance implicite, que c'était peut-être, il y avait trop d'investissement personnel, par exemple, hein, dans ce livre-là. Et évidemment, moi, je leur ai expliqué d'abord que faire un livre comme ça sur habiter, effectivement, il y a 1000 manières de le faire, hein, mais pour moi, habiter, et là, je rentre un peu dans le sujet du livre, hein, dans le projet du livre, habiter, c'est une expérience, ce n'est pas simplement un objet d'étude, c'est une expérience qui est à la fois personnelle et collective, et si je veux être, je dirais, respectueux, hein, si je veux respecter mon sujet, je dois respecter cette expérience. Et donc, je dois m'impliquer en tant que sujet qui habite. D'autre part, mon choix d'écriture était aussi un choix qui était justifié, ou en tout cas motivé d'un point de vue que je dirais épistémologique. Je veux dire par là que moi, je m'inscris dans dans un courant de pensée philosophique et épistémologique qui provient, en gros, et ça correspond, je dirais, à la formation, puis aussi à mes intérêts, qui provient en gros de la phénoménologie, qui provient de ce qu'on pourra appeler, mettons, les théories pragmatiques. Et donc, j'ai des approches, y compris d'ailleurs dans mon travail d'historien, j'ai des approches qui sont plus qualitatives et herméneutiques que quantitatives. Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cette manière d'écrire, cette manière d'aborder un sujet qui pourrait être pris, enfin, ce sujet, mettons, académique, hein, cette manière d'écrire, c'est aussi une proposition pour écrire différemment dans le monde des sciences sociales, des sciences humaines et sociales. Et je suis assez heureux de voir que finalement, un livre comme le mien s'inscrit dans la réflexion contemporaine et dans les transformations contemporaines qu'on peut observer à droite et à gauche sur justement comment écrire les sciences sociales, comment écrire la philosophie, etc. Et dans cette manière d'écrire, ben moi j'ai fait le choix, au moins pour ce livre-là, mais également pour d'autres ouvrages, j'ai fait le choix finalement de dire je, au fond, d'impliquer mon expérience, tout en essayant d'expliquer, et je termine là-dessus, hein, que le jeu, c'est un jeu qui est en même temps construit. C'est aussi un jeu fictif. Je veux dire par là que je dis des choses dans ce livre, je raconte des histoires qui ne sont pas forcément les miennes. Hein. Mais l'important, c'est de pouvoir aller jusqu'au moment du récit de l'expérience, ou de l'expérience et de sa narration, pour que le public puisse lui-même à son tour saisir, je dirais, le contenu et la qualité de l'expérience que j'essaie de lui décrire. Voilà. Jean-Marc, quand
quand tu parlais tout à l'heure de ces programmes de radio dans lesquels il y a eu il y a eu un intérêt en général par des femmes pour ce premier chapitre de ton livre, que d'ailleurs aussi, quand on a présenté il y a l'année dernière ton livre ici en Colombie, on en a parlé aussi avec Pablo Cuartas, qui est l'autre traducteur de ce livre, sur faire le ménage, comment faire le ménage est une façon d'habiter. Donc, c'est une façon très, très intéressante dans laquelle le livre démarre. Ton livre démarre avec une réflexion précisément sur les arts du ménage, sur le ménage, faire le ménage. Donc, parlons-en un peu. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage comme façon d'habiter l'espace de la Terre, l'espace du monde? Quelles sont Alors, tes idées là-dessus? il y a plusieurs choses que je veux dire là-dessus. D'abord, le fait de commencer par ce qu'on appelle le ménage, ça veut dire, en fait, il y a un choix théorique hein, relatif à l'architecture, relatif plus généralement à l'art de bâtir ou à l'art de faire. Voilà. Et j'ai souhaité valoriser la dimension de l'entretien, de la main, comme on dit, hein, la dimension du soin, hein, par, par rapport à la dimension constructive. Habiter, me semble-t-il, c'est un ensemble de gestes et d'activités qui dépassent la simple compétence constructive de l'architecte. Et je pense d'ailleurs que les architectes seraient d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire qu'il s'agit, si l'on veut véritablement prendre en considération, prendre au sérieux hein, ce geste, je vais employer ce terme-là, ce geste de l'habiter, hein, il s'agit véritablement d'aller hein, jusqu'à la considération du soin des choses, du soin des autres, du soin du monde dans lequel nous vivons. Habiter, c'est ce geste de soin, fondamentalement, ce geste d'entretien. Pourquoi? Parce que, immédiatement, hein, et on le voit tout de suite, hein, lorsque l'on parle justement d'entretien, de maintenance ou de ménage, de ménagement, il s'agit d'installer une durée, une durabilité, une temporalité. Et il ne peut pas y avoir, à mon sens, il ne peut pas y avoir d'habiter, hein, d'habitation, si je puis dire, hein, sans l'installation d'une certaine durée. C'est pour cette raison que, à mon sens, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à ce qu'on pourrait dire de façon un peu rapide, quand on dit par exemple que le ménage, c'est une activité qui n'est pas, enfin, qui est répétitive, qui n'est pas valorisante, qui n'est pas digne, hein, moi je dirais qu'au contraire, on est, parce que justement, on installe une durée ou une durabilité, on est dans quelque chose qui relève de l'œuvre et pas simplement de la tâche pénible. Bien entendu, il y a de la répétition. Bien entendu, il y a, je dirais, la besogne de tous les jours. Mais finalement, hein, ce n'est pas simplement cela, l'entretien ou le ménage. L'entretien ou le ménage, c'est la mise en relation entre le geste et le lieu. Et au fond, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous entretenons? Nous faisons durer le lieu. Et donc, en le faisant durer, nous le faisons exister, tout simplement. Voilà. Et c'est ça que je voulais souligner, hein, en indiquant qu'au fond, hein, il y a dans ce que j'ai appelé le ménage, ou ce qu'on peut appeler le ménagement, hein, eh bien, il y a quelque chose qui est très profond dans la compréhension que nous pouvons avoir de notre manière humaine
de nous installer dans le monde. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai mis en relation, toujours dans ce même chapitre, le ménage, pour faire vite, hein, l'entretien et le jardinage. Au fond, hein, il s'agit bien de la même chose. Et jardinage, là encore, ça ne se réduit pas au jardin au sens le plus restrictif du terme, hein. Le jardinage, c'est presque une attitude mentale, hein, au-delà d'une attitude physique, hein. C'est, par exemple, on va dans le jardin et finalement, on ramasse une mauvaise herbe, on pousse les feuilles, on arrose, etc. Et c'est ce geste, je dirais, peut-être banal, quotidien, hein, qui, en fait, est l'expression d'une attitude, que l'on peut effectivement adopter vis-à-vis des choses, vis-à-vis des lieux dans lesquels nous nous tenons, mais aussi vis-à-vis des autres. J'appelle maintenant, puisque j'ai continué à réfléchir à ces choses-là, ce que j'appelle maintenant l'attention. Il s'agit tout simplement de faire attention. Et bien souvent, moi je suis frappé, hein, quand j'observe un certain nombre de gestes architecturaux, hein, du manque d'attention dont font preuve un certain nombre d'aménageurs ou de constructeurs. Manque d'attention justement au lieu, à l'histoire, à la mémoire, aux autres, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai souhaité par ce livre, par ce chapitre, pardon, dans ce livre, qui est une forme de revendication discrète, hein, d'une autre manière de penser l'architecture au fond et le paysage. Tout à fait. Donc, habiter, c'est un geste de soin quotidien pour faire attention au monde. C'est très beau, c'est très, très important, cette idée qu'on peut lire dans ton livre. Et aujourd'hui, les lecteurs en espagnol peuvent jouir d'avoir ce livre traduit en espagnol précisément. Et quand on a traduit avec Pablo Cuartas ton livre, euh, quelques mois après, on a vu comment le monde et les pays et les politiques sanitaires ont commencé à- à avoir des restrictions de mouvement, de sortie, de voyages. Et la tâche principale, c'était précisément de faire attention, d'être chez soi et d'habiter. Et d'une façon, on était dans notre maison, dans nos maisons, et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on y fait? Comment on peut y habiter? Et du coup, ton livre en espagnol est tombé très, je dirais, dans un contexte très propice. Et du coup, je voudrais te poser la question par rapport au rapport du livre Habiter et la pandémie. Qu'est-ce que tu crois que la pandémie et les politiques sanitaires globales peuvent dire davantage euh, ou mieux, comment ton livre peut répondre, même si tu ne l'as pas écrit dans ce contexte, qu'est-ce que tu crois que le livre peut dire dans ce contexte-là? Alors, d'abord, je dois préciser que je ne suis pour rien dans la pandémie, hein. Je veux dire par là que véritablement, bon, tu dis effectivement, il y a une sorte de conjoncture, hein, de conjonction. J'aurais préféré sincèrement que le livre vive sa vie en Colombie et en Amérique latine sans qu'il y ait la pandémie quand même, hein. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, effectivement, pour répondre à ton questionnement, euh, je pourrais commencer finalement par euh, une distinction entre habiter et occuper, entre habiter et s'enfermer.
Et tu vois déjà le moment, le mouvement de ma réponse. Je veux dire par là que nous ne pouvons pas considérer que ce que nous sommes en train de vivre, cette situation sanitaire absolument désastreuse que nous sommes en train de vivre un peu partout sur la planète, nous ne pouvons pas considérer que c'est une occasion de mieux habiter nos maisons. Je tiens très fermement à le dire. Cette situation sanitaire, elle est au contraire le signe d'une vie, je dirais, dégradée et d'un monde abîmé. Donc, il faut être très, très clair et très explicite là-dessus. Nous ne pouvons pas désirer ce monde-là. Enfin, moi, je ne le désire pas. Je ne le désire pas. Pour des raisons qui tiennent précisément à ma... Enfin, je ne le désire pas pour des raisons aussi qui tiennent à ma réflexion sur ce que c'est qu'habiter. Habiter, c'est pas simple, ce n'est pas, c'est tout simplement pas rentrer à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser. Effectivement, il y a une dimension d'intériorité. Mais cette intériorité, elle n'existe que par l'ensemble des relations, des interactions qu'elle entretient avec le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est quoi le monde extérieur? C'est, bien entendu, mettons le paysage, la nature qui nous environne, la ville dans laquelle nous sommes, les autres, proches et moins proches, qui nous entourent. Si nous regardons très concrètement ce que c'est qu'habiter dans un logement ou dans une maison, dans un appartement ou dans une maison, est-ce que nous pouvons considérer que nous sommes totalement isolés? Non. Pourquoi? Parce que nous entendons les autres, nous sentons leur cuisine, nous les voyons par la fenêtre. Les autres sont là, comme une sorte de présence permanente, visuellement, olfactivement, du point de vue sonore également, constamment. Et nous réglons de façon permanente cette espèce de micro-politique dans notre habitation. Et donc, il ne s'agit pas d'occuper son intérieur. Il s'agit, ce n'est pas du tout ma préoccupation, il s'agit, lorsque nous réfléchissons sur l'habiter, il s'agit de réfléchir aux conditions dans lesquelles nous pouvons constamment établir ce mouvement entre intérieur et extérieur, extérieur et intérieur. Le livre, il a commencé, et là peut-être ce serait finalement un écho assez direct avec la situation de la pandémie. Le livre a commencé par la question de l'entretien, mais il termine, je n'ai pas eu le temps véritablement de le développer parce que l'éditeur ne me l'a pas permis, mais c'est un thème qui reste en suspens et que je continue de développer par ailleurs. Il a terminé par la respiration. La respiration qui est, à mon sens, du point de vue personnel, le lieu même de ce que c'est qu'habiter, l'enjeu même de ce que c'est qu'habiter, la démonstration de ce que c'est qu'habiter. Puisque respirer, c'est constamment être envahi, si je puis dire, mais sans effort, par l'extérieur, par l'air extérieur, et restituer depuis notre intérieur l'air que nous projetons vers l'extérieur. Donc, c'est cette espèce d'interrelation constante qu'on appelle la respiration et qui est véritablement, je dirais, l'image même de ce que c'est qu'habiter à mes yeux. Et par conséquent, effectivement, le moment de la pandémie, c'est-à-dire quoi? Les masques, c'est-à-dire l'espèce de panique collective autour du fait même de respirer, les vitres transparentes, les mesures barrières, enfin bref, tout ce qui nous éloigne les uns des autres, tout ce qui empêche cette circulation des idées, des mots, des désirs, des objets même,
hein, entre les vies dégradées. Et je pense que nous aurons vraiment à réfléchir, alors, si jamais nous arrivons à sortir de cette situation, ce que je souhaite, hein, nous aurons véritablement à réfléchir sur les conditions, hein, pratiques, affectives, théoriques, des relations que nous pouvons entretenir avec ce que j'appelle, pour faire vite, l'extériorité, avec les autres, hein, parce que c'est là véritablement que se joue, hein, ce que j'appelle habiter, sur cette espèce de, vous voyez, de paroi infime, hein, qui, qui à la fois nous sépare et nous unit avec les autres. Au fond, ça me fait penser aux leçons d'architecture, un passage des leçons d'architecture d'un grand architecte hollandais, Herman Hertzberger, hollandais ou allemand, je ne sais plus, qui, au début de ses leçons sur l'architecture, donc qu'il donne aux étudiants, réfléchit sur ce qu'on pourrait appeler le seuil, les espaces de seuil, les espaces d'intervalle. Et il donne il montre une série de photos qu'il commente. Notamment, il y en a une qui m'a beaucoup frappé, où l'on voit dans un immeuble d'habitation collective deux dames âgées qui sont chacune, alors c'est un système assez particulier de portes qui s'ouvrent par le milieu. Vous voyez, comme si le battant supérieur peut s'ouvrir, ce qui permet aux personnes de s'appuyer sur le bas, tout en pouvant, bref, la porte devient une fenêtre. Et ces deux personnes sont en train de parler, chacune dans son appartement, appuyées sur leur porte, si je puis dire. Puis il y a une autre photo où l'on voit devant les maisons, sur un trottoir, des enfants jouer. Voilà les espaces où nous pouvons habiter, intérieur, extérieur, les intervalles. Et il faut prendre soin de cela. Ce sont des espaces communs, ils peuvent devenir des espaces publics. Et c'est là que, finalement, la réflexion, je dirais, politique, philosophique, mais aussi architecturale et urbanistique, peuvent se rejoindre. Vous voyez, il peut y avoir sur, justement, le dessin d'une fenêtre, hein, le rapport à la lumière, la définition d'une entrée d'immeuble, c'est-à-dire en fait le dessin d'un espace public, il y a tout, je pense, la concentration de toutes les questions relatives à ce que j'appelle habiter, et qui montre bien que habiter, ce n'est pas simplement rester dans sa maison. On habite à toutes les échelles, aussi bien sûr, dans sa maison que à l'échelle, je dirais, du territoire. Et puis, dans le livre, tu t'en souviens, Andrés, j'évoque par exemple ce passage d'un film, pièce de Tennessee Williams, je crois, de mémoire, où finalement une jeune femme parle de son grand-père en disant que c'est là qu'elle habite. Vous voyez, c'est là, elle habite sur l'épaule de son grand-père. Un lieu amical, voyez, un sourire amical, une épaule amicale, c'est déjà un lieu où je peux habiter. Et bref, j'habite tout simplement dans le contact, dans la relation avec l'autre, qui me rassure sur moi-même d'une certaine manière, qui m'accueille. Il me rassure parce qu'il m'accueille. J'habite donc dans cette relation la plus intime, mais aussi jusqu'au moment, jusqu'à l'échelle plus précisément, hein, de plus vaste territoire. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant dans la réflexion sur l'habiter, c'est que ça nous permet justement, hein, de traverser toutes ces échelles de l'espace. Voilà. Jean-Marc, et je profite de cette réflexion pour introduire précisément un sujet passionnant dans ton livre, dans lequel tu nous parles des intérieurs, des mémoires, des sentiments, précisément. Et quand tu parlais, bon, nous habitons avec des gestes, mais nous habitons aussi dans des... Il y a des choses qui nous habitent, il y a des sentiments qui nous habitent, il y a des émotions qui nous habitent. Et
et c'est ça précisément la capacité d'être habité, un peu si, d'être hanté ou d'être possédé par des choses et comment les lieux s'expérimentent aussi intérieurement ou d'une façon psychique, si je peux dire. Donc, je voudrais qu'on en parle un peu sur cette idée de l'intériorité des lieux, des espaces, en tant que mémoire, sentiment, souvenir, par exemple. Oui, Euh, et d'abord parce que nous parlons, et d'abord parce que nous avons une langue. Voilà, c'est Michel Foucault qui dit que le lieu que nous habitons, notre pays, dit-il, je ne me souviens plus exactement de la formule, mais notre pays, c'est d'abord notre langue. C'est-à-dire que nous sommes d'abord liés, alors bien sûr, à un lieu, mais ce lieu, il n'est pas, je dirais, immédiatement, ou n'est pas simplement physique ou géographique, hein. Il est psychique, je dirais. Il est psychique au sens large du terme, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la langue que nous parlons, notre langue maternelle ou paternelle, hein, la langue, les mémoires que nous portons, hein, les affects ou les rêves, tout ceci enfin, compose notre lieu, nos lieux. Je veux dire par là que, et pour moi, c'est véritablement ça, à habiter. C'est-à-dire la capacité que nous avons à nous laisser, justement, pour reprendre l'expression que tu utilisais, à nous laisser hanter, à nous laisser envahir, à nous laisser, comment dire, être avec toutes ces choses qui n'en sont pas, ces quasi-choses, hein, mais qui sont pleines de sens et qui sont pour nous notre lieu, qui sont pour nous nos lieux. Et je pense qu'on a raison à cet égard, même si la formule peut être prise dans un sens qui serait différent. On a raison de parler je dirais, de paysage intérieur, mais dans un sens qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Non pas que voilà, les paysages seraient enfermés en nous-mêmes, hein, uniquement des productions subjectives. Non, c'était tout simplement que, finalement, comment dire, le monde dans lequel, enfin le monde que nous habitons, pas dans lequel, le monde que nous habitons, c'est un monde qui n'est pas un monde d'objets purement matériels, un monde d'objets purement physiques. Non, le monde que nous habitons est immédiatement un monde qui est plein de sens, dans lequel, je dirais, les choses sont porteuses de signification. Et symétriquement, les significations s'investissent dans des choses, dans des images, etc. Et donc, c'est ça que je veux essayer d'indiquer en parlant de paysage, qui est pour moi l'équivalent de ce que le géographe français Augustin Berg appelle l'écoumène, hein. Pour moi, moi, je préfère parler en termes de paysage, justement pour indiquer en quoi il y a une dimension d'expérience, hein, qui est tout à fait essentielle dans la compréhension de ce que c'est qu'habiter. Voilà. Et donc, mais voilà, être envahi par, comme tu le disais, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement donc être dans une intériorité fermée sur elle-même. Non, être envahi par, c'est le moment même, ou l'illustration même de la possibilité d'être en communication avec un monde. Parce que c'est ce monde, justement, ce monde plein de sens. Voilà. Jean-Marc, on a parlé de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'espace, de la ville, et pour montrer que
habiter, c'est ne pas seulement édifier. Voilà. Et dans ton livre, tu dialogues avec un auteur, Ivan Illich, et dans plusieurs passages. Et je voudrais poser cette question tout en ayant en compte la pensée d'Ivan Illich, précisément. Et la question, c'est comment tu crois maintenant, aujourd'hui, que les architectes, les urbanistes, les aménageurs peuvent tenir compte précisément de cette qualité psychique de l'espace dans leur travail. Comment, je ne veux pas dire qu'il faut donner une règle ou une norme, mais une réflexion plutôt. Comment réfléchir avec eux par rapport à cette qualité, cette dimension psychique, qualitative de l'espace? Une proposition, donc. Alors, quand tu évoques Ivan Illich, j'avais été très frappé donc, par cette conférence donnée par Ivan Illich aux architectes, à la Société des architectes de Londres, dans laquelle il expliquait que, pour dire un peu les choses un peu directement et brutalement, l'art d'habiter, c'est beaucoup trop compliqué pour les architectes. Et qu'en gros, il essaie d'expliquer tout simplement que habiter, justement, hein, ça va plus simple, ça va plus loin que construire ou édifier. Et peut-être on pourrait en tirer déjà la première conséquence, c'est que en tant qu'architecte, si je construis, c'est pour permettre à des êtres humains d'habiter. Peut-être on pourrait déjà dire ça. Ce qui est déjà finalement pas complètement anodin ni inutile. Mais en fait, tout ceci nous conduit, en fait, si on reste dans le domaine propre de l'architecture, au sens large du terme, si je puis dire, tout ceci nous conduit à une réflexion sur ce que c'est que le projet d'architecture. Et là, je pense qu'effectivement, les architectes ont une responsabilité politique, une responsabilité éthique tout à fait fondamentale. Pour ce qui me concerne, mais aussi parce que, effectivement, j'ai beaucoup fréquenté le monde des paysagistes et je fréquente aussi beaucoup les urbanistes et les géographes. À mon sens, c'est dans un dialogue permanent et surtout dans une prise en compte sérieuse, effective, du contexte, de ce qu'on appelle le contexte territorial à différentes échelles, du contexte spatial, du contexte du site, comme on dit, hein, dans le domaine de l'architecture. C'est dans la prise en compte véritablement résolue de cela que l'architecture, à mon sens, peut répondre à la proposition que je fais à propos de l'habiter. Je veux dire par là que souvent on fait passer dans la réflexion sur le projet, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, hein, je vous prie de m'en excuser par avance, on fait passer le programme avant le site. Comme si finalement un programme pouvait être finalement déposé un peu partout, quelles que soient les particularités du site et du territoire. On a beaucoup d'exemples de ce type d'architecture un peu médiocre, un peu générique, hein, qui se répand, je dirais même, si j'étais un peu méchant, qui répand sa médiocrité un peu partout. Mon point de vue, et j'assume le fait hein, que je parle à partir du paysage, si je puis dire, et du territoire, mon point de vue, c'est que le site doit venir en premier, doit venir avant le programme. C'est-à-dire que c'est la considération du site qui doit permettre de définir le programme. En tout cas, qui doit, peut-être pas de le définir complètement, mais qui doit véritablement le nourrir. Et c'est là que me semble-t-il,
l'architecture peut répondre véritablement à son projet, je dirais, politique fondamental, à son projet métaphysique fondamental, c'est-à-dire s'inscrire véritablement dans le mouvement des choses, dans le mouvement même des espaces et des sites. L'architecture, elle vient d'une certaine manière prolonger le monde, au fond, et lui permettre de continuer d'exister. Les architectes devraient avoir conscience de cela, de leur véritable responsabilité. Et c'est là que je reviens au mot que j'utilisais tout à l'heure, le mot attention, hein, ou le mot entretien, ou le mot soin. Hein. Effectivement, les lieux ont quelque chose à nous dire. Non pas parce qu'ils auraient une sorte de vérité profondément enfouie en eux, enfin, etc. On n'est pas dans le chamanisme. Non, les lieux, tout simplement, les sites, les territoires, ils sont porteurs d'une histoire. Ils ont des mémoires, ils ont des capacités. Ils sont aussi porteurs de potentialités et de capacités. Il me semble qu'une attention scrupuleuse, une description des lieux, bref, une véritable enquête sur ce que sont les lieux permet justement de nourrir, et voire même d'inspirer un programme architectural. Et c'est voilà, en cela qu'à mon sens, la notion d'habiter qui se prolonge dans un geste d'attention à l'espace et aux autres, hein, peut, à mon avis, rencontrer la réflexion des architectes. Donc, faire attention au mouvement du monde et habiter un mouvement. Voilà des, des affirmations qu'on peut aussi lire dans ton livre. Euh, et par, et d'ailleurs, il y a un chapitre de ton livre dans lequel on parle, et tu parles de vivre un mouvement, de vivre en tant que personne qui bouge, qui traverse le monde et même qui vit sans racines. Donc, la vie sans racines, c'est une vie qui ferait attention au monde. Donc, on pourrait, par rapport à cette affirmation, avoir une sorte d'anxiété, de souci. Comment est-ce qu'on peut vivre un mouvement? Comment est-ce qu'on peut habiter un mouvement? Qu'est-ce que cela veut dire pour C'est une très aujourd'hui? bonne question, hein, c'est une question très importante. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des confusions, hein, sur ce point. Moi, je fais une distinction entre être enraciné et être ancré ou relié. Alors, d'abord, une petite parenthèse. Il faut être tout à fait attentif également lorsqu'on écrit ou lorsqu'on prétend réfléchir en philosophe. Il faut faire très attention aux métaphores que l'on utilise. Et pour ce qui me concerne, je considère, à la fois pour des raisons philosophiques et pour des raisons politiques, que la métaphore de l'enracinement, que la métaphore de la racine est une métaphore dangereuse. Nous ne sommes pas des arbres. Les humains ne sont pas des arbres. Alors, on pourra me dire qu'effectivement, les arbres, eux aussi, bougent. Ça fait partie de ce qui se dit beaucoup aujourd'hui. Hein. Et effectivement, on est aujourd'hui, mais finalement, ça ne ferait que renforcer ce que je veux dire. Hein. On est aujourd'hui dans une sorte d'assouplissement, hein, de l'immobilité, hein, de la valeur de l'immobilité. Hein. Je ferme cette parenthèse, mais simplement pour dire qu'effectivement, hein, nous pouvons véritablement, authentiquement, sincèrement, profondément être dans un lieu sans y être enraciné. Hein, sans y être enraciné. Habiter, hein, c'est quoi, au fond? C'est, comment dire, agir en un lieu, l'entretenir, comme on le disait tout à l'heure, être avec d'autres, bâtir une vie, comme on dit, hein, bâtir un couple, avoir des enfants, travailler, bref, faire une œuvre, faire une biographie, précisément. C'est ça, habiter.
fondamentalement. Et ce point-là, enfin, cette expérience-là, cette histoire-là, bon, effectivement, elle va peut-être de manière prioritaire ou préférentielle s'inscrire dans un endroit plutôt que dans un autre, pour des raisons qui peuvent être en vérité très contingentes, très variables. Le choix d'un conjoint, l'offre d'un emploi, etc. Ça ne veut pas dire que je suis déterminé à vivre de façon éternelle et naturelle en ce lieu. Je peux bouger. Je peux bouger. Les enfants grandissent quand même. Hein. Et nous nous posons la question de savoir si nous allons aller habiter près de chez eux, etc. etc. Est-ce que c'est une perte d'habiter? Non, pas du tout. C'est simplement un mouvement qui est celui même de la vie. Voilà ce que je veux dire. D'où l'image de l'ancrage, de l'ancre, comme le bateau. Hein. Le bateau qui peut s'ancrer dans un endroit, mais qui peut aussi partir et s'ancrer dans un autre. Alors, pour dire la chose de façon plus théorique, si je puis dire. Hein. Effectivement, je crois qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans une opposition que je trouve personnellement stérile, en tout cas discutable, entre d'une part ceux qui seraient, je dirais, les nomades, justement, qui vivent à l'échelle du monde, hein, dans la liberté du déplacement, puis d'autre part, ceux qui seraient dans le local, enracinés, hein, etc. Hein. Un conflit entre deux manières d'habiter, peut-être, ou deux conceptions, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, mais peut-être toujours, les lieux ont été connectés les uns avec les autres. Il n'y a jamais eu véritablement de racines à proprement parler. Hein, et qu'il y a toujours eu, en quelque endroit de la Terre qui existe, il y a toujours eu eh bien, des conceptions du monde, des circulations, des idées de monde. Et donc, voilà, je pense qu'il faut assouplir la relation entre, je dirais, le lieu et le monde. Hein. Nous habitons toujours à la fois à toutes les échelles. Il suffit de nous interroger nous-mêmes. Vous voyez, là, je suis dans un chalet de la montagne française. Vous êtes dans des endroits différents de Colombie. Hein, et finalement, nous parvenons à établir quoi? Dans la distance, nous parvenons à établir ce que j'appellerais une conversation. C'est-à-dire que nous faisons tenir une parole. Nous habitons dans nos lieux mêmes. Nous habitons une parole qui nous relie dans la distance. Nous créons un espace qui est celui de notre habitation commune. Je n'y vois pas de danger particulier, personnellement. Voilà. Jean-Marc, avec ces mots, avec cette idée d'entretenir la parole qui nous relie, je crois qu'on peut mener notre conversation vers sa fin pour inviter à toutes les lectrices et lecteurs à continuer précisément la conversation avec ton livre, avec ta parole, avec ton image de ce que c'est qu'habiter, une image qui est aussi une image commun, du faire du lien, d'habiter sympathiquement, avec attention, avec du soin, notre monde. Et donc, je veux te remercier, Jean-Marc, pour ton temps et pour ta générosité. Merci surtout à toi, Andrés. Merci à Catalina, à Aurélie. Merci d'avoir donné l'occasion de cette conversation, justement, que j'espère un jour prochain transformer en une rencontre effective. Sí, nosotros también queremos verte pronto aquí en Colombia para mantener entonces esta conversación sobre los gestos de habitar, y a todos los lectores y lectoras en español en esta Filbo que celebramos. Los invitamos entonces a buscar este libro de Jean-Marc Besse, Habitar, editado por Luna Libros.
la editorial Universidad de Guadalajara y las ediciones Universidad Santo Tomás, para seguir entonces reflexionando históricamente, filosóficamente, geográficamente, desde el punto de vista de la arquitectura, en todas sus dimensiones, sobre cómo y qué sentido tiene habitar. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas. A Jean-Marc, muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.